Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, on vient clôturer l'année 2024 le 31 janvier 2025 avec le top. Et oui, je sais, ça aura mis définitivement du temps, mais il est bien là. Et du coup, on va pas rentrer tout de suite dans le top. Je vais juste vous citer quelques films qui sont passés à ça de rentrer dans le top. Vraiment, ils ne sont pas passés très loin. C'est des films vraiment que j'ai fortement appréciés. Il en a fallu de peu pour qu'ils rentrent dedans. À savoir, Moi Capitaine, The Fall Guy, Emilia Pérez, Juré numéro 2, Transformers le commencement, La planète des singes le 4e opus et Speak No Evil. Voilà, ils ne sont passés vraiment pas loin de rentrer dans ce fameux top. Je vais du coup tout de suite rentrer dans le top 10 avec un film d'animation à la 10e position qui s'appelle Flow, qui est un film d'animation qui va suivre les aventures d'un chat qui pourrait se trouver dans notre univers, mais c'est quand même un monde assez fantastique avec des éléments humains, on va dire, sans qu'on les aperçoive jamais. Et donc on va avoir une espèce de arche de Noé sans Noé, en fait, si vous voulez, puisque il y a l'eau qui va se mettre à monter drastiquement et il va du coup devoir survivre avec les compagnons qui vont l'entourer, à savoir les animaux qui vont l'entourer, et le film va véhiculer un message de, encore une fois, mettons nos différences de côté, apprenons-nous à nous connaître pour tout simplement mettre à profit nos différences et s'entraider. Et donc j'ai trouvé le message très beau, mais surtout j'ai trouvé l'animation vraiment d'une beauté exceptionnelle, et puis suivre un petit chat c'est toujours sympathique. En revanche, je l'ai mis à la 10e position parce que il y a quand même quelques défauts, notamment cette fin que j'ai eu du mal à comprendre, et malgré d'ailleurs quelques-uns de vos commentaires, je n'ai toujours pas saisi l'intégralité de la fin. Et donc voilà, pour moi c'est un petit peu ambigu, notamment au niveau de la baleine pour ceux qui auraient vu le film, mais voilà, pour ceux qui voudraient voir l'intégralité de ce que j'en pense, n'hésitez pas à aller voir la critique, parce que encore une fois j'ai critiqué absolument tous les films que j'ai vus en 2024, donc n'hésitez pas à taper Flow A Dylan Story pour pouvoir choper la critique, et faites de même pour les autres films si ça vous intéresse. Donc voilà, à la 10e position, Flow, qui se retrouve, voilà, encore une fois aussi loin parce que voilà, il y a là quand même quelques défauts, mais pas au point de sortir du top. Il est bien à la 10e position, donc c'est tout à son honneur. C'est vraiment un film très beau avec un message ultra positif, je trouve. On enchaîne ensuite avec la 9e position, Nosferatu de Robert Eggers, avec Lily Rose Depp pour ne citer que, et qui est le film qui est rentré d'ailleurs au dernier moment. Je voulais absolument voir ce film au cinéma pour savoir si je le rentrais dans un top ou dans un flop, ou nulle part, mais il fallait absolument que je le voie, parce que ça faisait partie de ma shortlist, et c'est pour ça que ça a mis autant de temps le top à sortir, et du coup voilà, il se retrouve dans le top. Alors encore une fois, pour ceux qui auraient vu ma critique, oui, c'est un film qui a vraiment des défauts, mais dont j'ai pris énormément de plaisir, parce que j'ai découvert le Nosferatu de Murnau cette année, à me dire voilà ce qu'on fait 100 ans plus tard, en fait, voilà, à titre de comparaison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui a évolué aujourd'hui? Alors le film n'est pas dénué de défauts, il y a toujours ce problème, je trouve, de films qui durent un petit peu trop longtemps chez Robert Eggers, où on est moins dans la suggestion que dans celui de Murnau, et plus dans les explications par moment, mais il y a des scènes quand même que je trouve très fortes. C'est un film qui m'a angoissé du début à la fin, donc on peut dire qu'il a réussi son pari. C'est un film aussi où j'ai trouvé les acteurs vraiment très performants, notamment Lily Rose Depp, de par sa gestuelle. D'ailleurs, je vous invite à voir Robert Eggers et voir sur quel film il s'est inspiré dans le vidéoclub qu'il a fait chez Combiné, où c'est très intéressant parce que justement on peut voir des similitudes de scènes dont il s'est inspiré pour faire le remake de Nosferatu. C'est très intéressant. Il y a aussi tout le côté jeu d'ombre qui peut être fait à échelle grandeur, comparé à celui de Murnau, avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'est un film malgré tout qui a quelques défauts, comme je disais dans ma critique, mais qui a vraiment des qualités, qui m'a fait sursauter par moments et qui m'a angoissé encore une fois du début à la fin. Et voilà, je trouve la prestation de l'ensemble des acteurs, même l'interprète du Nosferatu justement, enfin du comte Orlok, c'est vraiment très bien de ce côté-là. William Dafoe est excellent, enfin bref. Vraiment, j'ai kiffé le casting et c'est un film que je vais vouloir revoir, donc voilà. J'ai hâte de pouvoir me le procurer dans ma collection.
c'est pour ça qu'il se trouve à la 9e place. Je vais enchaîner avec la 8e position et Civil War. Et oui, vous savez que j'ai vraiment adoré Civil War, un film A24 qui du coup parle de journalisme, mais dans le futur où les États-Unis partent en guerre civile, et on n'est pas loin d'imaginer que c'est ce qui pourrait se passer justement dans un futur proche. Et j'ai trouvé vraiment le film vraiment coup de poing. Ne vous attendez pas à un film qui va partir dans l'action totale. Il partira dans l'action à la fin avec des scènes vraiment scotchants, mais surtout, encore une fois, il va mettre déjà une ambiance apocalyptique vraiment présente, et surtout il va y avoir des moments très très choquants, notamment une scène avec Jesse Plimous que je vous invite fortement à voir. Le film est vraiment excellent, hein, donc je vous invite fortement à le regarder. Et donc j'aime vraiment suivre justement ces journalistes à travers ce pays qui est divisé et qui explose, et qui démontre bien un contexte social très particulier là-bas. Donc c'est vraiment un film intéressant, j'ai trouvé, que je n'ai pas encore, que je me suis pas encore procuré, mais que je me procurerai très prochainement dès que je le trouverai d'occasion. Donc voilà, c'est un film que j'ai vraiment aimé et que j'ai vraiment envie de revoir. Je vais enchaîner à la 7e position avec Dune 2 de Denis Villeneuve, et celui-ci par contre je me le suis procuré, et d'ailleurs je me suis regardé il n'y a pas très longtemps ce Dune partie 2, et du coup alors c'est un putain de film, un putain de blockbuster, franchement c'est génial, c'est grandiose, tout est palpable, il y a vraiment un côté réel qui se dégage de ce film, la photographie est magnifique, ces dunes de sable justement sont assez exceptionnelles, l'acting je le trouve très très bien. Alors évidemment le film est dénué de défauts, c'est pour ça qu'il est plutôt bas, et d'ailleurs j'ai hésité par moment à le mettre, et bon finalement il a fini par y rentrer, et en plus à une 7e position, il aurait pu être 10e. Mais c'est vrai qu'en le revoyant, je fais toujours les mêmes reproches que je lui faisais lors de ma critique, à savoir que déjà il y a cette lenteur constante installée par Villeneuve qui des fois me plaît et des fois me plaît pas, et là il y a quelques moments où j'étais là, oh allez accélère, putain c'est un peu un chouïa long là pour ce que tu me racontes. Et il y a des fois il y a vraiment des moments de génie avec des plans mais assez exceptionnels, assez gigantesques, où tout a l'air palpable, le scénario est vraiment très très bien, je trouve. On a tout le côté sur cette planète en noir et blanc qui là encore une fois de plus comme au cinéma m'a vraiment bluffé, techniquement tout ça c'est très très bien foutu je trouve, et c'est super bien pensé. J'adore cette relation qui va exploser, il va finir par exploser entre Zendaya et Timothée Chalamet. J'adore cette fin. La fin est vraiment excellente. Il y a des moments où je suis là, allez, ça traîne en longueur, avance un petit peu, s'il te plaît. Et il y a des moments où je suis là, ouais, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment grandiose. Enfin voilà, c'est tout ce que je veux voir au cinéma, quoi. Donc voilà, c'est un film qui finit à la 7e position, que je vous invite fortement à regarder. En tout cas, j'ai plutôt apprécié même plutôt très très bien les adaptations de Denis Villeneuve, dont je n'ai toujours pas lu les Dunes d'ailleurs de base, mais en tout cas j'aime les adaptations de Denis Villeneuve pour le coup, qui est un réalisateur où j'aime une partie de sa filmo et une autre où je trouve justement un petit peu trop lente, un petit peu trop contemplatif. Il y a aussi un manque cruel de danger. Pour le coup, vraiment, je suis là en mode ah ouais, mais finalement les personnages ils sont pas vraiment non plus mis en danger. Enfin, en tout cas les personnages principaux je les sens jamais mis en danger, sous tension, et ça c'est un petit peu dommage, et c'est ce qui me manquera, ce sera le principal reproche d'ailleurs de ce Dune part 2. Je vais enchaîner avec la 6e position, qui est un Blu-ray d'ailleurs que je possède, City of Darkness, qui lui non plus n'est pas un film dénué de défauts. En fait, il faut surtout apprécier le genre et se dire que ok, les combats vont être what the fuck, on va partir là-dessus. On est moins sur du... Alors déjà, The Raid, évidemment, c'était pas réaliste, hein, c'était un petit peu trop, mais toutes les chorégraphies étaient possibles, faisables,
et voilà, et imaginable. Sauf que là, on part par moments dans du fantastique où les personnages vont carrément avoir des pouvoirs comme le grand méchant du film qui va par moments ne même pas, enfin il peut même pas se faire planter, rien du tout, parce qu'il a une espèce de protection. Donc on est sur un film comme ça, mais on est sur un film de Hong Kong, mais vraiment incroyable, qui est du coup fait par Soi Cheong, qui avait fait le film comment il s'appelle son film précédent qui avait marqué tout le monde. Je sais pas s'il est là. Non, je me rappelle plus comment il s'appelle le précédent, mais qu'il faut que je découvre. De toute façon, je l'ai pas vu. En tout cas, c'est vraiment déjà les acteurs sont excellents et on adore suivre la trajectoire de son personnage. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir de le revoir. La citadelle de comment elle s'appelle, de Knolo, elle est incroyablement retranscrit à l'écran. Je trouve que c'est vraiment un gros point fort d'avoir réussi à construire quelque chose qui est détruit aujourd'hui, qui n'existe plus. Voilà, on dirait vraiment que c'est palpable, et notamment les décors intérieurs, tout ça. Et on aime surtout suivre la trajectoire de ce personnage, mais pas que, des personnages qui l'entourent, qui vont chacun avoir un trait de caractéristique vraiment forcé, très particulier, mais qui va être vraiment attachant, où on va aimer suivre tout ce groupe et cette histoire qui est quelque part vraiment dramatique. Donc ouais, j'ai vraiment adoré, je kiffe ce film et il finit hautement à la 6e position et c'est une bonne alternative je trouve à The Raid, à condition d'accepter évidemment le côté fantastique de la chose, mais franchement si vous aimez les chorégraphies de The Raid, vous allez en avoir pour votre argent avec ce dernier, c'est vraiment excellent. À la 5e position, c'est un film qui est La Zone d'intérêt, un film que je n'oublierai jamais, mais dont je n'ai pas forcément le besoin de le revoir, mais en tout cas c'est une séance qui m'a fortement marqué. C'est une proposition qu'on n'avait jamais faite en fait au cinéma, se baser sur le point de vue d'une famille du coup nazi-allemand qui vit à quelques centimètres du camp d'Auschwitz dans une villa à côté des cheminées, tout ça, et qui est interprété d'une manière, je trouve, assez exceptionnelle, et qui est vraiment gage de haute qualité. Je trouve vraiment le film déchirant, surtout la scène de la fin. Je ne spoilerai pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et de par toutes les suggestions en fait qui sont faites et qui nous sont laissées libres à notre imagination, parce qu'on ne va jamais rien voir d'Auschwitz, mais on va entendre. C'est un film qui va beaucoup jouer sur le bruit, d'ailleurs qui va commencer par un son très particulier dans le noir et qui va nous indiquer qu'il faut bien écouter. Et voilà. Et on va avoir évidemment quelques suggestions à l'arrière, comme la fameuse fumée du train qui se déplace, ou encore des cris, etc. Et cette famille qui va vivre à quelques pas de là, et qui va, pas pour tous en fait, pouvoir justement supporter, notamment je pense à la grand-mère, qui ne va pas supporter justement de vivre juste à côté de cet endroit-là. Enfin bref, c'est un film assez exceptionnel qu'il faut voir au moins une fois je pense, et qui mérite largement cette haute place. Franchement c'était vraiment un film qui m'a bluffé, voilà, tout simplement. Je vais enchaîner à la 4e position avec un film français dont là aussi je vais me procurer évidemment le Blu-ray 4K s'il y a, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch, où là encore une fois j'ai vraiment pris une claque de par le biais de l'interprétation de ces jeunes acteurs, mais aussi de ces acteurs grandissants qui sont vraiment tous excellents. Et puis c'est une histoire racontée d'une manière, je trouve, qu'on ne fait pas, qu'on n'a jamais vu, en fait une histoire d'amour racontée d'une manière qu'on n'a jamais vu. Il y a plein d'idées de caméras, plein de plans génial, une musique, une BO assez exceptionnelle, enfin qui t'entraîne dans cette ambiance, une histoire d'amour qu'on aime regarder, qui n'existe pas en fait, qui va vite être déchiré, on va dire, par le biais d'un événement, et qui va se faire à distance. Enfin, j'ai trouvé le film d'une intelligence assez rare, avec voilà, des acteurs excellents, une réalisation vraiment exceptionnelle. Mention spéciale à Alain Chabat, qui vraiment est le meilleur père du monde. C'est un peu notre père à tous, Alain Chabat. Enfin voilà, j'adore ce film. Je l'ai trouvé fou, quoi. Et puis se dire que ça dure pratiquement 2h30, un film d'amour qui dure 2h30 et qui passionne comme ça autant, voilà, le niveau de la photographie, des couleurs du film, tout, l'histoire, les braquages, tout, enfin,
toute la réal est vraiment grandiose, c'est un film que j'ai kiffé, donc je vous invite à voir ma critique, tout simplement, vraiment un excellent film que je vous invite à voir quand il sortira, voilà. Tout simplement, et c'est pour ça qu'il se trouve juste aux portes des podiums. À la 3e position se trouve un film d'animation, Le Robot Sauvage de DreamWorks, où pour le coup, j'ai trouvé que là où Flo pêchait, notamment par son message de fin que je ne comprenais pas forcément, de par le biais de la baleine, tout ça, là, la difficulté aussi de Flo, c'est de créer des émotions, c'est vrai, sans avoir de dialogue. La force du robot sauvage et l'intelligence du robot sauvage, c'est justement de faire parler les animaux. Ça va être l'inverse de Flo, c'est que justement il va y avoir, grâce à ce robot, la communication en fait, et donc ça va vraiment être excellent avec ce robot qui va prendre sous son aile en fait cet oisillon qui va devoir à un moment donné migrer, et donc il va devoir l'aider sans savoir forcément comment s'y prendre. Et encore une fois, il va y avoir le même message, un message assez similaire avec celui de Flo, où on va tout simplement mettre tous ces animaux qui sont différents, qui vont devoir, encore une fois de plus, s'aider les uns les autres, apprendre à se connaître. Attention, sans prendre, c'est ça que j'ai bien aimé, sans prendre les enfants pour des idiots non plus, parce que au départ, on va bien montrer quand même que ils se mangent, etc. Certes, ça peut paraître un petit peu naïf sur la fin, mais j'ai trouvé encore le message d'une beauté exceptionnelle et plus réussi et plus puissant encore. Peut-être qu'il y a le côté musical. L'animation, c'est vraiment différent entre Flo et le robot sauvage, mais les deux m'ont plu, donc ça va pas être là que la différence va se faire. Mais c'est peut-être plus au niveau scénaristique, là où vraiment j'ai préféré le robot sauvage, que j'ai trouvé parfait du début à la fin et que j'ai hâte de revoir et de revoir et de montrer plus tard à mes enfants potentiellement. Franchement, j'adore, et donc voilà, enfin mes futurs enfants, parce que j'en ai pas encore, voilà. Donc voilà, et on va finir avec 2 films, un français et un américain-australien, voilà, vous les aurez peut-être deviné, et j'ai du mal à les départager. À la 2e position se trouve Le Comte de Monte Cristo, voilà, pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, je l'ai encore revu là, les 3 heures passent d'une traite, la musique, la réalisation, la musique vraiment, mais la musique, c'est pour moi ce qui fait la différence. Pour le coup, j'ai revu le premier 3 Mousquetaires et sa suite, j'adore vraiment, finalement je trouve que c'est très très bien, mais peut-être qu'il me manque ce côté musical, ce thème musical qui là est très marqué et vraiment prodigieux, que ce soit pour Mercedes ou Le Comte, ou enfin le thème d'amour, l'entrée de monde des Mercedes, ou le thème du trésor, tout ça, enfin voilà, c'est juste une BO exceptionnelle, mais pas que, visuellement ça claque, les acteurs sont très très bons, Pierre Ninet excelle, je trouve, pas que évidemment, les acteurs qui l'entourent aussi, et puis voilà, cette histoire qui je trouve est magnifiquement à raconter, avec des décors vraiment très intéressants, avec des scènes de tension vraiment marquées, notamment je pense à cette scène qui se passe dans une maison où un bébé s'est fait enterrer vivant. Cette scène est d'une puissance assez rare, je trouve. La découverte du trésor, enfin voilà, les plans, vraiment c'est un film grandiose qui me bluffe, qui se regarde d'une traite et qui se revoit et qui se revoit. Et je vous invite à tout simplement voir ce film et le revoir, et voilà, il mérite tout simplement son succès, et il mérite cette 2e position, voilà, et ça pourrait en être une première, franchement pour moi ça se joue vraiment à pas grand chose, mais Furiosa c'est vraiment pour moi du coup, on va passer à la première position, la claque, voilà, c'est un film que je kiffe, mais encore plus que Mad Max Fury Road, et peut-être c'est parce que Mad Max Fury Road, finalement, je l'ai loupé, en fait, je l'ai pas vu au cinéma, et donc celui-ci, voilà, je me suis pris une claque. D'ailleurs, c'est une véritable honte, aucune nomination pour Furiosa aux Oscars, pour moi, c'est vraiment catastrophique, parce que oui, alors certes, peut-être que les effets spéciaux, ça peut piquer, mais en fait, une fois que tu vois le film, tu l'oublies complètement, tellement c'est d'une générosité, mais même sur petit écran, je vous le dis, l'action, mais d'une générosité, ça ne s'arrête jamais du début à la fin. Alors la scène, en plus, pour moi, ça éclate tout, la scène d'ouverture du film avec ces poursuites en moto dans le désert et tout, mais alors ça éclate
tout ce que j'ai vu, vraiment, c'est un plaisir, juste par exemple de revoir ces 20-30 premières minutes, mais c'est juste excellent. En plus, évidemment, on a Anya Taylor-Joy qui est excellente. On a, s'il vous plaît, Chris Hemsworth qui fait un méchant, mais juste exceptionnel. Pareil, la fin, j'adore cette fin, qui est encore une fois plein de poésie. C'est un film qui a plein de poésie, hein, comme d'ailleurs un petit peu 3000 ans pour 3000 ans, je sais plus, enfin le film d'avant de George Miller qui était sur les djinns, sur les magiciens de la lampe avec Tilda Swinton et Idris Elba qui était plein de poésie aussi. Et lui aussi a plein de poésie, notamment par cette fin que j'aime beaucoup, vraiment. Et puis voilà, enfin ça s'arrête jamais, les personnages, la musique, ouais, je kiffe ce film, j'ai kiffé, et voilà, j'adore le voir et le revoir. Enfin voilà, franchement c'est un chef-d'œuvre qui se regarde et qui se re-regarde, et voilà. Donc voilà pour mon classement. Vous l'aurez compris, un classement vraiment sympathique qui a des genres très différents, et d'ailleurs c'est quelque chose qui me caractérise, c'est que je m'intéresse à tout et je mange à tout et un petit peu trop par moment, et d'ailleurs c'est ce qui fait que je me focalise pas assez peut-être sur certaines choses, et c'est vrai que j'ai vraiment envie de tout découvrir, de tout manger. Enfin voilà, j'adore le cinéma et j'adore tous les genres différents vraiment, et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de diversité, on va dire, même si évidemment on retrouve souvent la même chose, le film d'horreur, tout ça, le film d'action aussi, hein, que j'apprécie, enfin le blockbuster en tout cas, la cape et l'épée, tout ça, mais voilà, j'essaye de m'ouvrir à tout, et mon top, je l'adore, et vraiment cette année, ça a été une année de cinéma que j'ai vraiment kiffé. Pour le coup, je me suis pas forcé à aller voir les films, j'en ai peut-être un petit peu moins vu, mais en tout cas les films que j'ai vus, pour la plupart j'ai vraiment kiffé. C'est la première fois où j'ai autant de films, je pense, où j'ai eu du mal à me décider du fameux top 10, et j'ai essayé de le diversifier au maximum, et donc voilà, encore une fois, les films cités au début auraient très bien pu rentrer dans ce top. Évidemment, le top 3 est vraiment très solide et ne bougera pas, mais voilà, le reste, ça peut varier évidemment, mais en tout cas voilà, c'est un vrai plaisir. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec ce top, le vôtre de top évidemment de l'année 2024, ça pourrait me donner des idées justement de rattrapage, parce que je n'ai pas tout vu encore une fois au cinéma évidemment, et j'ai peut-être loupé des petites choses, donc n'hésitez pas à me faire part vous de votre top dans les commentaires, de me dire ce que vous pensez du mien, de liker, de partager, de vous abonner, et évidemment on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.